Alors bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes nombreux à être connectés et merci d'être présents à cette journée qu'on veut un peu exceptionnelle. C'est un moment important pour nous. Alors moi, je suis directrice des transitions et de la communication à l'Agence parisienne du climat. L'Agence parisienne du climat, c'est une structure qui existe maintenant depuis 10 ans, qui accompagne la ville de Paris et la métropole du Grand Paris pour mettre en œuvre de façon très concrète, très opérationnelle, ces politiques publiques, ce plan climat, air, énergie territoriale et notamment ce volet adaptation. Alors l'Agence parisienne du climat, elle travaille beaucoup sur un des axes forts des plans climat qui est la rénovation des bâtiments et donc avec des enjeux aussi de confort d'été de plus en plus importants, mais elle adresse aussi différents champs de la transition écologique comme la mobilité durable, la consommation, les déchets. Et on a travaillé depuis 5 ans sur un sujet en particulier qui nous tient très à cœur, qui est celui de l'adaptation des villes au changement climatique, avec l'accompagnement de sorties d'outils très opérationnels comme celui d'Adaptaville. Alors, on est ravis de vous accueillir à cette matinée qui est dédiée au lancement de notre plateforme Adaptaville. Et pour ce projet-là, on est parti sur 3 constats. D'abord, un constat qui est celle de la réalité du changement climatique aujourd'hui, une accélération des impacts, des conséquences du changement climatique dans les villes qui sont très importants et qui sont signalés par tous les scientifiques, les climatologues, que ce soit à l'échelle planétaire comme à l'échelle régionale. Ça, c'est un premier constat très important, mais j'y reviendrai. Le deuxième constat, c'est que l'adaptation, c'est un sujet qui n'est pas toujours facile à appréhender par les acteurs de la ville. C'est quand même assez récent, hein, ça fait vraiment 5 ans et des fois 2-3 ans seulement que les choses se mettent en place de façon très opérationnelle. Et puis, même si ces sujets sont pris en compte dans le cadre des stratégies d'adaptation, eh bien, les stratégies d'adaptation ou les feuilles de route des collectivités, eh bien, il y a encore besoin d'accélérer la mise en œuvre opérationnelle de ces solutions. Et donc, cet angle très concret d'entrée par des solutions, c'est un des leviers d'action importants pour accompagner les collectivités, les sensibiliser. Et puis, un troisième constat a été celui de, en fait, celui qu'on a fait, nous, dans notre quotidien et dans tout notre travail depuis maintenant 2 ans, c'est d'identifier des solutions qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves, qui sont réplicables et qui ne sont pas connues, malheureusement, parce qu'elles sont connues très localement, mais elles méritent d'être diffusées et connues et mises à disposition du plus grand nombre. Alors, c'est ce qu'on a voulu faire, créer cette plateforme, qui est une plateforme de valorisation des solutions opérationnelles et d'accompagnement territorial pour accélérer l'adaptation des territoires urbains au changement climatique. Alors, Adaptaville, elle repose sur 2 piliers, on va dire 2 piliers complémentaires. D'une part, un site web et puis une communauté d'acteurs. Et elle a été mise au point par l'Agence parisienne du climat avec des partenaires importants qui sont l'ADEME avec lequel on a mis en place un partenariat, notamment parce que Adaptaville va alimenter un outil, un centre de ressources national à l'adaptation au changement climatique qui est piloté par le CEREMA. Donc l'ADEME qui nous soutient, la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, qui sont des collectivités importantes sur ce projet-là, et puis aussi les acteurs immobiliers comme ICAD et Alterea, et le soutien d'autres experts du climat et de la ville qui sont parties prenantes, comme les ALEC aussi, les agences locales de l'énergie aussi, les territoires de pleine commune ou encore de Paris Terre d'Envol. Alors, Adaptaville a 3 objectifs: répertorier des solutions d'adaptation au changement climatique qui ont fait leurs preuves, qui sont réplicables dans la métropole du Grand Paris, mais qui peuvent l'être aussi dans d'autres villes qui rencontrent les mêmes vulnérabilités que nos territoires, et puis de valoriser et partager ces bonnes pratiques, ça c'est le deuxième objectif, et enfin d'inspirer les collectivités ou les entreprises. Alors notre ambition pour cette matinée, vraiment, c'est de faire connaître au plus grand nombre des solutions qui existent, qui ont fait leurs preuves, pour qu'elles se démultiplient et qu'elles permettent aux villes denses de s'adapter. Et puis c'est de réunir autour de cet outil qui va continuer à évoluer, évidemment, par la suite, la communauté des acteurs qui œuvrent pour l'adaptation des villes denses au climat d'aujourd'hui et au climat futur, puisqu'on sait que même si les conséquences sont visibles aujourd'hui, elles vont s'aggraver. Donc, Adaptaville, c'est un projet très ambitieux pour nous, innovant aussi parce que c'est la première fois qu'on développe une plateforme qui est développée dans une logique d'éco-conception. Ça, c'était très important parce qu'on a voulu être en phase avec à la fois les outils qu'on propose et les intentions de sobriété énergétique qu'on veut aussi mettre en œuvre, puisque l'adaptation, ça fonctionne aussi avec l'atténuation. Les deux doivent fonctionner ensemble. C'est un outil qui n'existe pas à ce jour.
et qui répond aux attentes du terrain. On a fait vraiment des rencontres et des entretiens pour être en phase vraiment avec les attentes très opérationnelles du terrain. Et puis, il a vocation à s'enrichir et fédérer une communauté d'acteurs importante. Bien, merci beaucoup. On va passer au deuxième temps de cette matinée, qui est le temps de table ronde. Et je vais laisser la parole à Cécile, qui va pouvoir nous présenter les personnes de la table ronde. Merci beaucoup, Agathe. Alors, merci beaucoup pour voilà, votre participation. On a vu que le mot résilience aussi revenait de façon très importante, mais toutes les problématiques ont été abordées. Donc, on voit bien qu'on a quand même des connaisseurs ici. Et la résilience, c'est aussi cette capacité justement à savoir rebondir après un choc important. Et donc, après des crises importantes. Et ça, évidemment, ça fait partie de la dimension et du processus qu'il faut intégrer quand on développe des solutions d'adaptation qui doivent intégrer aussi ces problématiques d'atténuation. L'un ne va pas sans l'autre, bien sûr. Et donc, pour commencer, alors on va voilà, lancer cette ouverture avec un échange entre Dan Lerth, qui est adjoint au plan climat de la ville de Paris, Nathalie Bardin, d'Altaria, Joséphine Brune d'ICAL, et puis Karine Beydard, qui est directrice générale de l'Agence parisienne du climat. Alors, avancer concrètement sur l'adaptation des villes, quels freins et leviers. D'abord, je voudrais rappeler en introduction que, évidemment, le changement climatique, c'est une problématique qui est déjà là, c'est une problématique du moment, qui se manifeste déjà sur l'évidence, et que toutes les études scientifiques des climatologues montrent aujourd'hui que ce climat s'accélère, ses conséquences s'accélèrent aussi, et notamment en France, si nous agissons maintenant pour baisser les émissions de CO2, eh bien, le réchauffement atteindrait quand même 2,2 degrés par rapport au climat actuel. Et on sait qu'à Paris, on a déjà augmenté de façon très importante ces températures moyennes. Alors, les conséquences du dérèglement climatique, elles se multiplient avec des vagues de chaleur, des canicules plus fréquentes, évidemment plus intenses, et qui vont être aggravées, comme vous l'avez souligné, par ce NEN d'îlots de chaleur urbain, qui est un phénomène très caractéristique des villes denses. Des périodes de sécheresse aussi qui vont être plus longues et qui vont toucher toutes les régions, et puis des pluies violentes aussi qui, dans des villes minérales comme les nôtres, provoquent des ruissellements par inondation. Alors, c'est important de se souvenir et de ne pas oublier, et l'Agence parisienne du climat a ce rôle d'information sur les données climatiques et les évolutions climatiques sur le territoire parisien, avec la publication de bulletins climatiques que nous produit Météo France. Et on se souvient que de l'été 2019, les pointes de chaleur ont avoisiné déjà dans la région parisienne les 43 degrés. Et surtout, on sait que depuis 1930, eh bien, les 10 étés les plus chauds se situent entre 2015 et 2020, et donc ils montrent vraiment une accélération importante. Alors l'année 2020, elle illustre bien ce changement climatique qui est à l'œuvre. On a eu de canicules cet été, on a eu une vague de chaleur tardive en septembre. On sait qu'on va avoir des canicules plus précoces et aussi plus tardives. Et puis, on a des données tout à fait exceptionnelles. À chaque fois qu'on publie un bulletin, on a des records tous les ans maintenant depuis ces 10 dernières années qui sont malheureusement battus. Et par exemple, entre juin 2019 et août 2020, pendant 15 mois d'affilée, on a eu des températures moyennes mensuelles qui ont été toujours supérieures aux normales saisonnières. Et ça, c'est une série de données très, très longue et qui est complètement inédite depuis 1930. Alors, ces nouvelles perspectives climatiques nous invitent à agir, à mettre en place des solutions d'adaptation. Et c'est avec nos invités que nous allons voir cela. Et nous allons commencer directement avec Dan Lerth. Dan Lerth, vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie. Et la ville de Paris est assez pionnière en fait en la matière. Et donc, vous avez engagé des actions déjà très ambitieuses. Quelles sont vos priorités pour vous aujourd'hui? Et puis, quelles sont les ambitions que vous avez pour accompagner cette problématique de l'adaptation de Paris aujourd'hui? Merci Cécile. D'abord, je voulais remercier et féliciter l'Agence parisienne du climat pour cette invitation ce matin, premièrement, et vous féliciter d'avoir développé cette nouvelle plateforme Adaptaville qui permet de diffuser les solutions pour l'adaptation de Paris au changement climatique, des solutions qui fonctionnent à Paris et à l'échelon métropolitain. C'était nécessaire car nous assistons, comme vous l'avez dit, Cécile, à une accélération du changement climatique à Paris que nous pouvons constater à l'occasion
des vagues de chaleur, mais aussi à l'occasion de précipitations de plus en plus intenses. Nous vivons aussi des périodes, des séquences d'inondations, des périodes de sécheresse qui affectent le territoire francilien et parisien. Et donc, nous assistons sous nos yeux. Paris n'échappe pas à la règle du changement climatique et nous avons déjà atteint les plus 2 degrés à Paris. Et nous prévoyons que les prévisions qui étaient initialement programmées pour 2030, pour 2050, pardon, arriveront dès 2030. Donc, des jours chauds, des jours très chauds, des nuits tropicales, des précipitations de plus en plus intenses, avec des moyennes de nuits ou de jours très chauds multipliées par an, voilà, sur une période que j'ai indiquée. Donc nous sommes déterminés effectivement à la ville de Paris à agir à la fois pour préparer la ville aux effets du dérèglement climatique. On sait tous qu'il y a une inertie climatique, même en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, il y a une inertie climatique qui fait qu'on sera obligé de s'adapter au changement climatique. Et nous sommes déterminés à intégrer dans l'aménagement urbain ces enjeux de dérèglement climatique. Cela vaut évidemment pour ce qui concerne la conception et la rénovation des bâtiments, en développant aussi les protections solaires, en isolant thermiquement les équipements publics, les logements, en protégeant les usagers et les habitants des fortes chaleurs. Cela vaut aussi pour l'aménagement de l'espace public, avec nos priorités sur la végétalisation massive de l'espace public à Paris, en utilisant aussi également des matériaux plus clairs, en développant l'accès à l'eau dans l'espace public, mais aussi en luttant contre l'effet d'îlot de chaleur urbain que vous avez indiqué, avec des zones humides, des zones de rafraîchissement et des zones qui nous permettent d'absorber finalement les précipitations de plus en plus intenses sur le territoire, tout en favorisant l'essor de la biodiversité, qui est l'autre enjeu majeur aussi de cette mandature et de manière générale. Pour répondre plus précisément à la question des freins et des leviers pour avancer concrètement sur l'adaptation au changement climatique, je voudrais vous parler d'un projet très concret. C'est un projet dont vous avez sans doute entendu parler ces derniers mois. C'est celui qui consiste à faire renaître une rivière, la Bièvre, au cœur de Paris. La renaissance de la Bièvre, cette rivière qui a été enfouie précédemment, est une véritable solution d'adaptation au changement climatique, car la présence de l'eau, finalement, est un levier pour le rafraîchissement de la ville extrêmement important. Lorsque nous avons évoqué cette idée lors de la campagne électorale passée, beaucoup ont vu là une promesse irréalisable, mais en fait, d'autres villes en amont, en amont de Paris, évidemment, dans le Val-de-Marne dernièrement notamment, ont fait passer ce projet du rêve à la réalité, puisque nous avons des redécouvertes de cette rivière à l'Haye-les-Roses, à Fresnes et dernièrement à Arcueil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Bièvre se présente aux portes de Paris et retrouve déjà d'une certaine manière sa confluence avec le fleuve, avec la Seine, et emporte avec ce projet une amélioration du cadre de vie, une renaturation dans les endroits qui sont redécouverts, et finalement apporte aussi du rafraîchissement et une amélioration donc de la qualité de vie des habitants. Nous avons lancé donc une étude de faisabilité pour la renaissance de la Bièvre, notamment dans le 13e, et je crois que montrer que ce projet est réalisable, montrer que d'autres communes dans le Val-de-Marne, avec la métropole du Grand Paris, avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie, avec le soutien de ces institutions-là, montrer que c'est réalisable, c'est un levier pour adapter aussi Paris et la zone urbaine dense à ces questions, à ces enjeux d'adaptation climatique.
Alors, les freins, c'est, je dirais que tout ce qui est réduction des émissions de gaz à effet de serre, les politiques d'atténuation du changement climatique sont bien, je veux dire, identifiées et recensées sur le territoire parisien. Elles sont menées à grande échelle, que ce soit sur la question des transports ou sur la question des logements. Mais il faut encore convaincre, je pense, à la fois la population et les décideurs que par rapport à l'inertie climatique que je décrivais tout à l'heure, ces questions d'adaptation de Paris au changement climatique, des métropoles denses, de la zone urbaine dense, sont des enjeux extrêmement importants, décisifs. Et je crois que c'est à partir de cette pédagogie, de cette diffusion, on va dire, des enjeux autour de l'adaptation au changement climatique que nous arriverons à lever les freins et montrer que les projets qui sont proposés, notamment dans le cadre de la plateforme Adaptaville, sont des solutions qui peuvent être généralisées, qui peuvent essaimer sur le territoire parisien et métropolitain pour apporter des solutions à la fois à Paris et puis pour l'ensemble des acteurs et des actrices du territoire parisien. Merci beaucoup d'Adlert, merci pour ces propos introductifs et on voit bien en quoi des projets comme celui de la Bièvre peuvent être des projets très symboliques et surtout montrent aussi une certaine complexité et cette problématique des co-bénéfices qui sont très importants sur les solutions quand on les développe. Elles ont plusieurs bénéfices, pas seulement celui du rafraîchissement, elles en ont beaucoup d'autres et c'est ça qu'il faut pouvoir mettre en visibilité et partager et c'est le cumul des solutions qui vont aussi permettre, dans une cohérence et dans la cohérence des politiques publiques qui sont mises en place, pouvoir pouvoir adapter plus facilement les villes et apporter ce confort aux habitants. Alors, on va poursuivre avec deux acteurs de l'immobilier qui nous accompagnent, qui sont partenaires du projet. Joséphine Brune, vous êtes responsable de la transition environnementale à la direction RSE du groupe ICAD, RSE Innovation du groupe ICAD. Bonjour. Alors, vous êtes un acteur de l'immobilier. Vous avez notamment une foncière tertiaire sur laquelle vous avez commencé à travailler beaucoup avec laquelle vous avez commencé à travailler beaucoup sur ces enjeux-là. Et puis, vous allez poursuivre aussi avec la foncière santé. Et c'est très intéressant aussi d'évoquer ce que vous faites dans le cadre de la foncière santé, parce que là, vous touchez un public très vulnérable. Et donc, ce que vous faites pour ces publics-là, ça va intéresser aussi tous les autres en particulier. Et donc, peut-être que vous pourriez commencer par nous dire un peu quels sont les éléments déclencheurs pour vous pour intégrer ces problématiques de l'adaptation dans les projets d'immobilier, de développement de la ville que vous gérez. Oui, merci Cécile, merci de me recevoir ce matin. Oui, tout à fait. Finalement, les déclencheurs, ça fait un petit moment, ça a commencé en 2015. Et puis, c'était une série de déclencheurs, en commençant par la COP21, qui nous a alertés, qui a alerté tout le monde d'ailleurs, hein, sur l'ampleur du sujet. Les premiers constats des assureurs, les premières projections qu'on avait d'instances comme à l'époque le club VITEC, je crois que ça n'existe plus maintenant, c'était Ville, Territoire, Énergie et Changement Climatique de I4CE, l'Institute for Climate Economics. En 2015, on a également participé à l'élaboration du plan climat de la ville de Paris. On a été un des premiers signataires d'ailleurs de la charte Paris Action Climat. On a travaillé également avec l'Agence locale de l'énergie et du climat de Plaine Commune sur leur adaptation au changement climatique. Et puis, en parallèle de tout ça, en interne, on avait aussi un très gros travail à l'époque sur la refonte de la stratégie RSE. Et on avait fait une matrice de matérialité pour identifier les sujets prioritaires, à la fois pour nos parties prenantes externes et pour nos parties prenantes internes. Et le changement climatique et notamment l'adaptation, spécifiquement l'adaptation au changement climatique, était ressorti comme un enjeu vraiment particulièrement important. Et donc, tout ça est arrivé à peu près en même temps. Et puis, en 2016, on a rencontré Carbone 4 qui nous a parlé de leur toute nouvelle, à l'époque, méthodologie qui était innovante pour cartographier la vulnérabilité du patrimoine bâti aux aléas du changement climatique. Donc voilà, c'est tout pour nous, l'occasion de faire un peu une étude pilote, un peu une étude prospective. Donc on a eu le feu vert à ce moment-là. Donc on a lancé nos travaux comme ça en 2016.
Alors, quelles ont été les solutions donc, du coup, que vous avez déployées, en particulier, comment vous avancez de façon concrète sur ces solutions-là, et quels sont pour vous les freins que vous pouvez rencontrer, mais aussi les solutions que vous pourriez systématiser et développer davantage? Alors, les solutions, vous le savez bien, il y en a à toutes les échelles. On peut travailler aussi bien au niveau des équipements, au niveau des usages, au niveau du bâti, au niveau des quartiers. Et on a la chance de pouvoir travailler sur tous ces volets. Donc, on travaille très étroitement avec l'ensemble de nos locataires. On a des annexes environnementaux qui sont en place, même pour ceux qui ne sont pas soumis de façon réglementaire à l'annexe environnementale. Et on a des points réguliers avec eux. On travaille avec eux sur les comportements, sur les usages, sur leurs équipements privatifs. Et puis, on travaille beaucoup aussi avec nos exploitants sur la maîtrise des équipements, sur la gestion des équipements. On met en place notamment des contrats de performance énergétique. Et puis, on travaille beaucoup sur les énergies. Dans nos plans de travaux, dès qu'on remplace une chaudière gaz, par exemple, on va remplacer par une pompe à chaleur. On va travailler beaucoup sur les réseaux urbains. On a tout un plan d'action pour l'intégration d'énergies renouvelables également. Donc, on travaille vraiment sur le mix énergétique. Pour l'instant, on est surtout sur des panneaux photovoltaïques. On regarde aussi d'autres solutions possibles, mais pour l'instant, on a mis en place surtout du photovoltaïque. Et ça, c'est des choses qu'on peut vraiment faire un peu partout et qu'on systématise. On va travailler sur des solutions dans le tertiaire. C'est quelque chose qu'on peut faire assez souvent, par exemple de free cooling la nuit. Donc ça, c'est un travail avec les exploitants pour rafraîchir le bâtiment le plus possible la nuit et mieux gérer les énergies et la climatisation pendant le jour. Et puis, on travaille à côté de ça sur des nouvelles pistes, sur des expérimentations. Je prends pour exemple une solution qui, je pense, est sur la plateforme Adaptaville, qui s'appelle un toit vert et solaire. On travaille là-dessus avec CDC Biodiversité notamment et l'Institut de l'écologie et des sciences de l'environnement avec des étudiants de la Sorbonne. Et cette expérimentation, l'objectif est d'optimiser à la fois d'optimiser les toitures en faisant à la fois des toitures végétalisées et la mise en place de panneaux photovoltaïques. On est souvent confronté à un choix. Est-ce que je mets plutôt de la végétalisation? Est-ce que je vais plutôt mettre des ENR? Et l'idée, c'est de voir, est-ce qu'on ne peut pas mettre les deux? Et du coup, optimiser le rendement des panneaux photovoltaïques avec l'évapotranspiration des végétaux et profiter des services tirés de la végétalisation, comme la gestion de l'eau, l'isolation, la réduction des îlots de chaleur, etc. Donc ça, c'est en cours, notamment sur notre parc d'Enfer Orly-Rungis. Cécile, je prends juste ma casquette de gardienne du temps. C'était pour dire qu'il restait un peu plus de 10 minutes. Voilà, bon, alors on avance. Merci beaucoup, Joséphine. Du coup, je ne peux pas continuer mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc, je vais donner la parole à Nathalie Bardin. Nathalie Bardin, donc d'Alterea, et qui alors, va nous parler justement, parce que c'est un opérateur aussi de la ville, un développeur immobilier, mais qui est sur le bureau aussi, mais qui est aussi beaucoup sur le logement et les opérations mixtes. Et donc, Nathalie, vous pourriez peut-être nous présenter justement ce que vous faites sur ces opérations mixtes, nous donner des exemples de solutions que vous faites sur ces opérations-là, et comment, après, vous avez, sur le logement, décidé de mettre l'accent en particulier et de proposer un panel de solutions à systématiser dans les opérations que vous allez conduire. Nathalie, je vous laisse la parole. Bonjour Cécile, bonjour à tous. D'abord, merci pour cette initiative. Peut-être un petit mot pour présenter Altarea en quelques lignes, puisque en fait, on est un opérateur un peu comme ICAD, complètement hybride, puisqu'on est à la fois une foncière de centres commerciaux. On gère à peu plus une quarantaine de centres commerciaux, 5 milliards d'actifs, et puis on est en même temps un promoteur de logements et de bureaux. Et donc, on se présente vraiment comme une entreprise de ville qui est capable d'intervenir à l'échelle d'un quartier. Par rapport à ce que disait Joséphine sur pourquoi nous, on s'est engagé dans cette démarche, c'est une démarche qu'on a démarrée en 2010. La vraie prise de conscience, c'est effectivement 2015, avec un chiffre qui nous a marqué en disant aujourd'hui, 75% de la population en France vit dans les zones urbaines.
Et quand on voit, notamment avec la pandémie, la désaffection ou le questionnement qu'il y a aujourd'hui sur la ville, on se dit que nous, en tant qu'opérateurs de la ville, on a une responsabilité pour rendre la ville de nouveau agréable et désirable. Et donc, il y a un vrai challenge. Pour répondre plus spécifiquement aux solutions qu'on a développées, on a, nous, sur la partie centres commerciaux, commencé par vraiment travailler sur des solutions de réduction, en se disant, voilà, notre enjeu, c'est vraiment de réduire notre impact en termes d'émissions de CO2 ou de consommation énergétique. Et puis, on a beaucoup travaillé, notamment sur des opérations qu'on a dans le sud de la France, mais également sur Paris, sur les enjeux de biodiversité. Un centre comme le centre 43000 qui est à côté de Nice est le premier centre labellisé Biodiversity. Donc, on a travaillé avec la LPO, sur la zone Natura 2000 pour trouver des solutions pour aussi bien valoriser ce territoire qui est au bord de la Méditerranée et de la plaine du Var, et également proposer des solutions pour la faune et la flore locale. Ce travail-là, on l'a aussi fait de façon beaucoup plus simple et peut-être beaucoup plus modeste sur un centre commercial comme Bercy Village, que certains connaissent, qui ne ressemble en rien à un centre commercial. Et on pense que, même si c'est un centre ancien, c'est peut-être un centre de nouvelle génération où on essaye de développer des solutions avec des ombrières, par exemple, en été, avec des grands voilages qu'on accroche sur les toits et qui permettent de faire à la fois des ombrières naturelles en même temps que des courants d'air et du rafraîchissement. Je vous le disais, Altarea, c'est un acteur de la ville avec beaucoup d'opérations et de création de nouveaux quartiers. On parlait tout à l'heure de lutter contre le rafraîchissement, enfin, de lutter contre comment s'appelle, l'adaptation au changement climatique. Réchauffement climatique, oui. Des îlots de fraîcheur. Je peux citer peut-être 2 opérations sur lequel on s'est engagé à créer des îlots de fraîcheur, notamment avec une des solutions qui est sur la plateforme Adaptaville, qui sont les fameuses forêts Miyayaki, qui sont ces forêts primaires, où on recrée de la forêt primaire. Et donc, on le fait notamment sur une opération au Pré-Saint-Gervais. Et puis, une deuxième opération qui est une très grosse opération mixte de plus de 100 000 m² à Issy-les-Moulineaux, où là, on a recréé non seulement une vraie forêt urbaine, enfin on l'a créé, parce qu'en fait c'était un site qui était un site 100% tertiaire, et en même temps on a remis de la pleine terre tout en trouvant des solutions énergétiques extrêmement vertueuses, puisqu'on a développé un système de ressources géothermiques. Et puis peut-être pour terminer, pour garder le timing, Cécile, sur un des enjeux pour nous importants qui est le logement. Toutes les opérations dont j'ai parlé précédemment, c'est des opérations pilotes, donc des prototypes. Un des gros enjeux pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est bien de se dire comment est-ce que, d'un point de vue industriel, on trouve des solutions. Aujourd'hui, on est le 2e promoteur français, on développe à peu près 12 000 logements par an. Et on va annoncer dans quelques jours un engagement qui pour nous est un engagement fort, qui est que l'ensemble de nos nouvelles opérations proposent une série de conforts d'été, de solutions liées au confort d'été, qui sont des solutions passives. Donc on a identifié, nous, 15 solutions passives que l'on va mettre dans nos logements, qui vont être adaptées en fonction des régions, puisque les solutions ne seront peut-être pas les mêmes dans le nord de la France, à Paris ou dans le sud, mais qui vont depuis la forme du bâtiment et son orientation, en passant par des protections solaires qui sont créées dans l'architecture, des toitures végétalisées, des toitures claires, de tout ce qui est ventilation naturelle et appartements traversants, jusqu'à, et on pense que c'est un point aussi important, l'information, la pédagogie que l'on fait auprès des résidents, occupants, locataires, pour que
eux aussi, ils aient une attitude résiliente et responsable dans la façon de gérer et d'utiliser leur appartement. Voilà, et donc nous, le vrai sujet, c'est de pouvoir avoir des solutions qui soient réplicables. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a rejoint Adaptaville, c'est vraiment d'avoir, en plus des solutions que nous, on a identifiées, d'autres solutions réplicables qu'on va pouvoir mettre sur l'ensemble de nos opérations, quelle que soit la typologie. Voilà. Merci beaucoup Nathalie, merci encore à vous pour cette intervention. Il nous reste 5 minutes et 5 minutes qu'on va terminer très bien avec Karine Billard, directrice générale de l'Agence parisienne du climat, et qui va nous dire comment l'agence s'est saisie de cette question d'adaptation et puis surtout qu'est-ce qu'on veut faire de cet outil et comment d'Adaptaville et comment il peut accompagner les acteurs du territoire. Merci beaucoup Cécile, bonjour à toutes et à tous. Donc c'était un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce lancement de la plateforme Adaptaville. L'Agence parisienne du climat, c'est un opérateur de mise en œuvre vraiment très pragmatique des plans climat et en particulier de celui de la ville de Paris. Et donc on est vraiment dans un rôle, je dirais, sur ces sujets d'adaptation au changement climatique, de facilitation, de la mobilisation des acteurs du territoire et des parties prenantes, et puis d'identification des potentiels du territoire. On a souhaité lancer cette plateforme parce qu'on a ressenti le besoin de nos différents partenaires et des collectivités et des experts d'identifier des solutions. Ces solutions, elles doivent apporter des réponses concrètes aux enjeux qui sont imposés par les aléas climatiques. Et donc, on s'est vraiment attaché à mettre en œuvre la méthode, entre guillemets, de l'APC, qui était tout d'abord de travailler aux côtés du territoire pour identifier les enjeux. Et là, en l'occurrence, on parle de l'adaptation. Essayer de définir de quoi on parle et à qui on parle. Là, je salue le travail qu'on a fait conjointement avec Paris & Co pour justement identifier ces sujets et donner un peu plus de précision à un volet qui est quand même assez vaste et parfois un peu diffus. Et puis ensuite, on a réuni les partenaires et les experts. Je voudrais les remercier à nouveau aujourd'hui. On les a cités pour la plupart. Je voudrais également souligner la collaboration avec les agences locales énergie-climat, en l'occurrence l'agence locale de Plaine Commune et de Paris Terre d'Envol, avec lesquelles on est très intéressés de croiser un peu nos regards sur ces sujets. Et puis, on a mis en place donc cette instance, on va dire, séquence de communication avec les partenaires et les experts. Il y a ceux qui recherchent des solutions, il y en a d'autres qui les ont testées à Paris et ailleurs, on les entendra aujourd'hui. Et puis, on a, comme d'habitude, comme on fonctionne de manière très pragmatique, créé des outils qui nous permettaient justement de manière très pragmatique et très concrète de décliner ces enjeux. En l'occurrence, la mise en place d'une plateforme éco-conçue, Adaptaville, qui soit intuitive, facilement accessible. Et ensuite, on s'est attelé à rechercher des solutions. Il y en a près d'une 50aine qui vont être présentées, alors pas toutes aujourd'hui, mais vous les trouverez sur la plateforme. L'un des points qui a été vraiment très important pour nous, c'était d'avoir un regard critique. C'est-à-dire qu'on a cherché à vraiment qualifier ces solutions. On s'est pas contenté de ce qui nous était présenté, mais on a aussi été chercher à la rencontre de ceux qui portaient les solutions et de ceux qui les ont utilisées, les preuves de leur efficacité. Donc, c'est vraiment une boîte à outils à destination des collectivités, à destination des entreprises, de tous les acteurs du territoire. On n'a pas eu de tropisme sur les technologies et les nouvelles technologies. Oui, il y a des innovations, mais on a aussi beaucoup été chercher des solutions low-tech, donc sobres. Et puis, on s'est attaché à trouver des solutions qui étaient adaptées au milieu urbain dense à Paris, mais pas uniquement. Vous verrez, on a d'autres initiatives de certains territoires. Et puis, vous serez peut-être surpris par les typologies, le fait que les typologies de solutions qui sont présentées sont très variées. On va parler d'équipement, on va parler d'aménagement, même d'événements et de pratiques. Et en fait, là où je dis que vous serez surpris, c'est que parfois, vous allez voir du mobilier urbain qui a été détourné. On va parler par exemple, d'utilisation d'arrosage pour les écoles en période de canicule ou d'équipements urbains pour végétaliser à grande échelle qui étaient utilisés pour un certain usage et détourné vers un autre. On va parler de fertilisation croisée entre secteurs. Et puis, un point qui est hyper important, on va aussi parler de rétro-innovation. Ça veut dire aller chercher l'innovation qui a déjà été faite et s'inspirer de ce qui a été utilisé ou conçu historiquement
et aller chercher aussi là où ça fonctionne, par exemple dans les villes méditerranéennes. Et l'APC s'attache beaucoup à monter des partenariats justement avec les grandes métropoles du sud de l'Europe qui font face à ces problématiques depuis bien plus longtemps que nous et qui ont trouvé des solutions qui fonctionnent. Vous allez voir, on parle de questions de confort d'été et de précarité, on parle de peinture anti-chaleur, donc des solutions qui semblent simples, mais qui ont déjà été testées et qui marchent. Et puis pour terminer, je soulignerai vraiment l'importance d'analyser les usages du territoire, analyser quelles sont les ressources disponibles, quelles sont leurs potentialités, comment le territoire est utilisé. Vous allez voir qu'il y a certaines solutions qui se penchent sur la question de la chronotopie. À quel moment de la journée le territoire, un certain bout de territoire, un quartier ou un site est utilisé, comment on peut l'utiliser différemment, et puis engager les habitants, donc les sensibiliser sur des démarches comme les défis des clics par exemple, ou les former sur les risques des inondations. Et puis vous verrez que ces solutions, elles sont cartographiées, mises à jour régulièrement et qu'elles ont toujours un point de contact. Et donc ça, c'est extrêmement important. Vous prenez un téléphone et vous êtes en mesure de joindre quelqu'un qui porte cette solution ou qui l'a testée. Et pour conclure, au-delà du travail de recherche qui a été effectué sur ces solutions, le choix en fait de ces propositions par l'agence et par ses partenaires, il reflète un parti pris de porter un regard créatif et curieux sur le territoire, non seulement pour faire avec les ressources, mais pour leur trouver de nouvelles utilisations, avoir une approche systémique et circulaire et prendre en compte les cycles de vie du territoire, c'est extrêmement important. Donc le dialogue nous incite à réfléchir et à expérimenter davantage, notamment à l'échelle du quartier. Et l'Agence parisienne du climat lance justement un autre projet qui est celui de l'éco-gestionnaire, sur lesquels on aura notamment la possibilité, par exemple, de prolonger les tests qui ont été faits sur ces solutions. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup Karine, et voilà, on va enchaîner directement parce qu'on a pris beaucoup de retard avec Agathe. Je te redonne la parole pour la suite des travaux en commun. On a 2 petites minutes de retard, donc c'est très bien. Merci beaucoup pour cette table ronde. Je vais passer la parole à Justine qui va nous présenter pendant une dizaine de minutes la plateforme Adaptaville. Bonjour à tous, vous voyez bien mon écran, je pense que voilà, ça marche. Oui, alors je vais vous présenter le fonctionnement en fait de cette plateforme, qui est une plateforme qu'on a vraiment construite en partenariat donc, avec tous les membres du comité de pilotage qui s'est réuni pour la première fois en novembre 2020. Et donc on a vraiment essayé de mener une réflexion avec tous nos partenaires pour identifier en fait les attentes des opérationnels, des utilisateurs cibles, qui sont les collectivités, donc les élus, les opérationnels, mais aussi les entreprises, les bailleurs sociaux, les aménageurs, etc., pour comprendre quelles étaient les informations dont ils pouvaient manquer et dont ils avaient finalement besoin pour être inspirés et répliquer des solutions d'adaptation concrètes sur le territoire. Et on a aussi mené une enquête web auprès d'utilisateurs cibles fin 2020 pour vraiment avoir une vision d'ensemble des besoins en fait, de tous ces acteurs, donc à tous nos partenaires. Donc, la plateforme Adaptaville, toutes les fiches solutions, elles peuvent être filtrées de 3 manières différentes. Donc, elles peuvent être filtrées par aléas climatiques, puisque le changement climatique, c'est l'intensification, la démultiplication d'aléas climatiques auxquels on doit s'adapter. Et donc là, lorsqu'on clique sur un aléa climatique ou sur un risque qui est lié au changement climatique sur une ressource, donc on a parlé précédemment de la biodiversité, mais aussi de la ressource en eau, des tensions aussi qui pourront émerger sur la ressource énergétique, et bien toutes les solutions qui répondent à ces enjeux apparaissent. Et puis, on a aussi voulu avoir un côté pédagogique puisqu'il y a une explication en fait des enjeux, des projections climatiques pour chaque aléa. Donc, ça permet aussi de s'approprier les enjeux de l'adaptation au changement climatique pour quelqu'un qui ne sait pas forcément ce que c'est. Et puis, on a parlé de beaucoup d'actions, donc de la sensibilisation, de la mise en place de nouveaux matériaux sur le territoire, la création d'ombres, aussi avec un plan ombre donc sur Paris, et puis l'accompagnement des nouveaux modes de vie et d'usage, et puis l'intensification de la place de l'eau sur le territoire. Et donc, on peut cliquer sur
tous ces types d'actions. Et en fait, là où Adaptaville fait la différence, c'est qu'ensuite, il y a des projets concrets qui apparaissent. Et donc, l'utilisateur est à même de cliquer sur une fiche, sur un projet, pour avoir des informations plus techniques. Et puis, Karine Bidard a parlé aussi d'une carte des solutions. Donc là, vous avez un petit aperçu, c'est assez petit. Mais donc voilà, en fait, l'objectif, c'est d'avoir plein de points verts sur tout le territoire, puisque cette carte permet d'identifier les sites pilotes où ont été expérimentées les actions. Et donc, un utilisateur peut savoir ce qui se fait à côté de chez lui. Par exemple, quel parc est ouvert exceptionnellement la nuit en été à Paris. C'est une opération qui permet de multiplier l'accès des îlots de fraîcheur nocturne aux habitants en plein été. Et il y a plein d'autres solutions, donc l'éco-oasis, mais aussi les copropriétés qui ont été rénovées avec des matériaux innovants, des toitures végétalisées, des revêtements innovants qui sont expérimentés aussi à Paris et dans d'autres territoires, sur d'autres collectivités. Donc voilà, donc je vous invite plus tard à aller découvrir cette carte. Les fiches solutions, elles ont plusieurs niveaux de lecture, donc elles sont opérationnelles, mais quelqu'un qui n'a pas forcément un niveau hyper technique peut aussi comprendre. C'est absolument mon cas. Et du coup, voilà, tout le monde peut vraiment s'approprier les sujets. Et les rubriques donc, ont été vraiment pensées en fonction des attentes des opérationnels. Donc, il y a plusieurs rubriques. On explique à chaque fois en quoi la solution permet de répondre aux enjeux d'adaptation au changement climatique. On explique aussi, et ça a été un peu la nouveauté, quelle est la complexité et le contexte de mise en œuvre dans lequel on peut développer cette solution. Donc ça, il a fallu aller chercher l'information, puisque c'est des choses qui ne sont pas forcément dites naturellement. Et donc nous, on a rencontré tous les porteurs de solutions, les porteurs de projets, les collectivités, pour aller chercher ces informations. Donc à quel stade d'un projet on peut mettre en œuvre la solution, quels sont les freins techniques à prendre en compte, etc. Donc, c'est une rubrique assez pertinente et intéressante, je pense, pour les acteurs. On a aussi renseigné les coûts, mais pas forcément les coûts à l'achat, mais aussi les coûts liés à l'entretien, à l'exploitation des solutions, puisqu'en fait, il y a du temps homme derrière qui est nécessaire pour la mise en œuvre des solutions d'adaptation au changement climatique. Et c'est un enjeu très important pour les collectivités de faire rentrer en fait ce budget-là dans le budget de fonctionnement. Et donc, on a essayé de rentrer toutes ces informations, la fréquence de l'entretien, est-ce qu'il faut créer des emplois supplémentaires, etc. Et puis ensuite, on a vraiment échangé avec les aménageurs, les promoteurs, les collectivités, les porteurs de solutions pour identifier les projets qui avaient été développés et parler donc des expérimentations, de ce qu'on a pu en tirer, des enseignements qu'on peut en tirer, et parler de tous ces enseignements sur les fiches opérationnelles. Et donc, ça permet aussi d'avoir une vision assez transparente en fait de ces expérimentations et de ces solutions et de ces projets. Voilà. Et donc, c'est une plateforme qu'on a souhaitée assez vivante, puisque l'objectif, c'est d'avoir une mise à jour de ces solutions régulièrement, d'intégrer aussi des nouvelles solutions grâce à un appel à candidature qu'on va lancer prochainement, et qui permettra d'identifier des nouvelles solutions, à une veille active de notre part, et puis également à la possibilité des utilisateurs de proposer des solutions directement sur la plateforme, sachant que toutes les solutions ensuite sont proposées, sont validées par le comité de pilotage qui rassemble plusieurs experts et tous nos partenaires, et qui permet de sélectionner et d'avoir un tri pertinent des solutions. Et puis, il y a des actualités. Il y a un écho. On a interrogé des experts et des acteurs du territoire. Je vous invite aussi à découvrir les articles qu'on a mis en ligne. Et puis, vous pouvez vous inscrire à une newsletter. Et enfin, on parlera des événements de nos partenaires, mais également des événements d'Adaptaville, puisqu'on va mettre en place des visites de terrain. Donc, l'objectif, c'est d'aller voir ce qui se passe sur site,
Nous, on fera aussi des vidéos pour expliquer, voilà, quand on est allé sur site, interroger les acteurs sur place. Et puis des sessions thématiques qui vont permettre d'approfondir un sujet en particulier d'importance pour les acteurs du territoire pour faciliter la réplication des solutions qu'on a identifiées. Voilà, en tout cas, c'était vraiment passionnant pour nous de découvrir toutes ces solutions, d'avoir tous ces échanges. Et j'espère vraiment que c'est une plateforme qui va pouvoir être appropriée par les acteurs. Et voilà, donc n'hésitez pas à y aller, à nous faire vos retours et puis à y aller régulièrement puisqu'il y aura du contenu qui sera ajouté au fur et à mesure. Merci beaucoup.